Alors bonjour, je pense qu'on va commencer. Merci d'être venu. Alors cette semaine, je vais vous parler, je vais répondre la fin de mon dernier cours parce que je n'ai pas pu terminer et ensuite je vais passer au sujet du cours prévu pour aujourd'hui qui est l'impact des éléments transposables et leur helix sur le développement. Donc, comme je viens de le dire, la semaine dernière, nous avons parlé des mécanismes de contrôle des éléments transposables, les mécanismes épigénétiques, et surtout de leur mise en place. Donc, nous avons parlé de l'interférence ARN et le fait que, effectivement, l'ARN peut guider la machinerie épigénétique et la machinerie répressive à des éléments transposables, grâce au fait que les éléments transposables sont souvent, presque toujours, présents en multicopie. Ils produisent des ARN double bras aberrants. Et ceci est le substrat, en fait, pour la machinerie RNAi. Et je vous avais parlé en particulier des piRNA, et le processus de métabolisme des petits ARN dans la lignée germinale grâce aux voies piRNA. Et j'ai aussi décrit le fait que les mécanismes de RNAi et la machinerie épigénétique ont coévolué dans différents organismes. Donc, on a parlé des plantes, de la drosophile, des mouches, et puis aussi des mammifères. Et donc, ces machineries ont coévolué, d'une part pour protéger contre les éléments transposables, mais ils ont ensuite été utilisés aussi pour les fonctions du hôte. On a aussi parlé de cette course aux armes. Je vais revenir sur ça de manière très aiguë aujourd'hui avec le sujet de la première partie du cours. Comment les éléments transposables sont toujours à la recherche des manières pour se proliférer, donc vraiment comme l'ADN égoïste qui était le nom donné il y a longtemps, comment ils peuvent arriver à proliférer, mais en même temps le hôte qui évolue des mécanismes de restriction. Et les mécanismes épigénétiques, on a parlé aussi de ça au cours en tout cas en particulier dans la lignée germinale, sont particulièrement importantes dans l'évolution des éléments transposables parce que on pense que peut-être c'est grâce à ce type de mécanisme qui permet de réprimer ces éléments plutôt que juste les muter d'emblée, qui les permet de proliférer et qui permet aussi d'exploiter, on va dire, ces éléments par le hôte. Donc le point clé de ces mécanismes épigénétiques, c'est qu'ils sont héritables, mais aussi reprogrammables. Donc les éléments qui sont soumis à leur contrôle peuvent être éteints, mais ils peuvent se réexprimer aussi dans certaines conditions, dans certains contextes. Et voilà, donc ce que je venais de dire, c'est que pour cibler cette machinerie épigénétique, il y a plusieurs voies, et de manière très simpliste, on peut dire qu'il y a les voies de ciblage des transposants via les ARN, via l'RNAi, et via l'ADN, la séquence d'ADN des éléments. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, et en particulier les protéines de crabe zinc finger. Bon, je pourrais le dire en français, comme François Jacob le disait, les doigts de zinc ou les fermetures éclats de leucine, les leucines zippers zinc finger, mais je préfère le dire en anglais, c'est plus simple, crab zinc finger proteins, qui sont vraiment des protéines que nous avons maintenant réalisées, sont clés pour le contrôle des éléments transposables. Donc, brièvement, et pour ceux qui n'ont pas vu les cours précédents, et puis aussi pour vous annoncer que cette semaine, on va parler que des mammifères, alors que jusque-là, j'ai essayé de toucher un petit peu à différents organismes. Cette semaine, on va parler que des mammifères, c'est plus simple, c'est déjà vaste, vous allez voir. Mais la semaine prochaine et la semaine d'après, on va revenir sur d'autres organismes. En tout cas, chez les mammifères, il y a des transposants de différents types.
Mais comme je l'ai décrit au cours du premier cours, c'est surtout les rétrotransposants, c'est-à-dire les éléments transposables qui passent par cette phase ARN qui ensuite reverse transcrite. C'est eux qui sont la population la plus importante dans les génomes de mammifères. Et on peut les diviser de plusieurs façons. Peut-être la manière la plus simple, ou la manière la plus classique, ce qui est fait, c'est de les diviser dans deux grandes familles, les éléments avec les LTR, les Long Terminal Repeats. Et dans ces LTR, il y a le promoteur qui permet de transcrire ces éléments et de produire, quand l'élément est intact, les protéines qui sont nécessaires pour sa réplication, avec l'aide, bien sûr, des protéines de la cellule hôte. Et puis aussi, il y a des rétrotransposants des types non LTR, qui n'ont pas ces séquences flanquantes, qui eux aussi, comme les lines chez l'humain et chez la souris, ont un promoteur dans une région qu'on appelle 5' UTR. C'est la région qui ne va pas être traduite, mais qui permet donc, avec un promoteur pour l'RNA polymérase 2, permet la transcription de ces éléments et, quand l'élément est intact, la production des protéines qui sont nécessaires pour sa réplication. Et puis, il y a des éléments qui sont non autonomes, qui ne produisent pas eux-mêmes des protéines, mais qui exploitent la machinerie des éléments qui sont intacts, comme les lines. Et ces éléments qu'on appelle SINE, Small Interspersed Repeat Elements, eux, ils ont un promoteur qui utilise l'RNA-pol 3 et, comme je viens de le dire, exploite les protéines présentes dans les éléments line pour leur mobilité, pour leur réplication. Donc voilà, ces éléments qui sont présents dans le génome, ici je vous montre pour le génome humain, c'est quasiment 40% de notre génome qui est fait de ces éléments, ou en tout cas de leurs fossiles, de ce qui reste de ces éléments qui sont pour la très grande majorité mutés, tronqués, etc. Mais donc, ça représente une énorme masse de notre génome qui est occupée par ces éléments. Et parmi chaque type, il y a bien sûr des sous-types qui sont différents entre les espèces. Et je vais revenir sur ça au dernier cours. Cette évolution de ces éléments transposables accompagne bien sûr l'évolution des espèces, et avec des expansions massives à certains moments au cours de l'évolution de certaines familles. Donc, je résume ce que je vous ai dit la semaine dernière. Chez l'humain, en fait, le génome ou le mobilome, parfois on le dit, est relativement calme. Il n'y a qu'une dizaine d'éléments line qui sont vraiment intacts et potentiellement actifs, mais ces éléments peuvent avoir un impact. Et par exemple, leur mobilité dans des cellules somatiques peut générer des phénotypes, comme je l'ai déjà décrit. Et la semaine prochaine, on va parler éventuellement de leur impact sur des maladies comme le cancer. Et donc, ces éléments chauds, comme on les appelle, sont responsables non seulement pour leur propre mobilisation, mais aussi pour la mobilisation des éléments alus, qui sont la forme humaine des signes. Chez la souris, les lines sont plus actifs et il y a plusieurs centaines de lines qui sont encore potentiellement capables de bouger et qui bougent. Mais ce n'est pas la majorité des insertions qu'on retrouve chez la souris. C'est surtout, en fait, les éléments dérivés des rétrotransposants avec LTR, les ERV, Endogenous Retroviruses. Et il y a certains types de ces éléments qui sont responsables de jusqu'à 10% des mutations spontanées qu'on retrouve chez les souris. Donc, ce sont des éléments extrêmement actifs et assez agressifs. Et donc, il y a beaucoup d'études qui se focalisent aussi, parce que la souris est bien sûr un modèle génétique par excellence, pour comprendre le contrôle de ce type d'éléments. Mais néanmoins, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et c'est très important pour tout ce cours, même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont actifs, c'est-à-dire mobiles, qui peuvent se bouger, il y en a beaucoup qui sont encore transcriptionnellement actifs, c'est-à-dire ils ne bougent pas, mais ils ont des promoteurs et donc ils peuvent induire l'expression à côté d'eux et ils peuvent être exploités même dans certaines situations.
Donc, c'est la matière pour les paysages régulatrices des gènes. Et on va revenir sur ça plus tard. Donc, ici, je voulais vous montrer un exemple d'une région d'un chromosome humain, juste pour vous montrer la présence d'une forme de ERV. Donc, ça, c'est des éléments de type rétrotransposant chez l'humain qui sont encore potentiellement actifs. Et ici, vous voyez, il y a le début d'un gène ici, mais vous voyez que toute la région, qui ne couvre que quelques milliers de nucléotides ici, est remplie d'éléments transposables ou de leur hélique. Et puis, il y a un élément intact que vous voyez ici présent. Donc, en fait, c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a les gènes, et à côté des gènes, il y a tout un panorama d'éléments actifs ou inactifs présents dans les génomes. Alors voilà, juste pour reprendre, comme ça vous avez tout en tête le cycle de vie de ces rétrotransposants, les deux types, ceux avec les LTR, qui passent, enfin dans les deux cas, les rétrotransposants passent par cette version ARN. Et donc la transcription de cet ARN sert non seulement à produire les protéines, comme je l'ai dit, qui sont responsables de leur mobilité, de leur transport et intégration, mais aussi sert à être le template pour leur duplication. Donc cet ARN est en fait aussi non seulement traduit en protéines, mais il est reverse transcrit, c'est-à-dire une enzyme, la reverse transcriptase, qui est codée par ces éléments et qui peut copier cet ARN en forme d'ADN. Et ensuite, cet ADN peut être intégré dans le génome. Donc, dans le cas des LINE, par exemple, c'est fait au cours de l'intégration, il y a la reverse transcription. Dans le cas des ERV, il est fait avant et il y a ensuite une intégration. Et donc, le produit final, c'est effectivement une nouvelle copie ou plusieurs nouvelles copies de ces éléments qui peuvent se retrouver ailleurs dans le génome. Mais alors, dans la plupart des cas, je pense que vous avez compris, ces éléments ne sont pas intacts et d'ailleurs, le processus de mobilité est très inexact et très souvent, elles ne sont pas intactes au moment où elles s'insèrent. Et donc, dans le cas des lines, il y a très peu de lines qui sont vraiment intactes. La plupart, quand elles s'intègrent, manquent leur partie 5' et donc ne sont même pas capables d'être exprimées. Par contre, dans le cas des ERV, ils ont en général leur LTR au moment de la réplication, mais avec le temps évolutionnaire, bien sûr, on retrouve en fait une récombinaison entre ces deux LTR qui sont des séquences identiques. Et donc, très souvent, ces éléments peuvent en fait, avec la récombinaison, sortir, c'est-à-dire il y a une délétion de la région parce que ces deux séquences sont identiques. Je ne l'ai pas dessiné ici, mais ça fait en fait une réduction à une seule copie. Et donc, on les appelle les solo-LTR. Et alors, ce qui est important, c'est ces solo-LTR, c'est en fait un promoteur avec les séquences pour l'accessibilité, enfin la reconnaissance des facteurs de transcription. Donc, ici, pour terminer un peu cette introduction ou reprise des bases, voilà comment l'intégration de ces éléments et leur évolution peut donner. Donc ça, c'est une partie d'un chromosome, comme ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et donc l'insertion d'un line peut interrompre un line ou un autre type d'élément, peut interrompre un gène, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est une mutation, donc plus de fonction. Ça peut aussi être présent dans une région qui n'est pas codante, mais ça peut attirer la machinerie répressive, comme vous allez le voir. Et avec cette capacité d'être réprimé, cet élément peut influencer à côté des gènes et donc de générer ce qu'on appelle des épiallèles, donc les formes inactives des gènes, mais qui peut être réversible. La présence d'un line peut aussi apporter des nouveaux exons et donc créer des nouveaux gènes. Et la présence d'un line peut aussi influencer l'expression du gène à côté via son expression. Et donc les lines et les autres éléments peuvent être exprimés au cours de la vie, vous allez voir. Et donc cette expression peut influencer en interférant avec des gènes à côté ou en créant des nouveaux exons. L'intégration des lines aussi, ou la mobilité des lines avec la présence de ces protéines, exploite l'insertion dans le génome et donc crée des cassures du bloc bras. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, la mobilisation des lines, ce n'est pas juste une question, ou d'autres éléments, ce n'est pas juste une question d'insertion, c'est aussi une question de cassure de l'ADN. Et donc, en fait,
C'est une des grandes raisons pour lesquelles il faut limiter leur activité, parce que sinon, elles peuvent endommager de manière importante l'ADN. Et puis enfin, comme je l'ai dit, on peut créer des nouveaux gènes, et les lines en particulier peuvent insérer des sites poléa qui vont interrompre l'activité d'un gène ou créer une nouvelle protéine, avec donc une partie du gène qui peut encore être exprimée, un polyA prématuré qui est apporté par le line, donc la protéine va être tronquée, mais elle pourrait être fonctionnelle, elle pourrait être utilisée pour autre chose, ou elle peut aussi être délétère. Donc, tout ça fait qu'il faut contrôler ces éléments. Et il y a plusieurs stratégies, comme je l'ai déjà défini. Donc, il y a les stratégies qui vont aller réprimer l'expression, la transcription de ces éléments. Donc, ça, c'est surtout ces machineries qui nous intéressent pour ces cours, donc les machineries plutôt épigénétiques. Il y a aussi les mécanismes de suppression post-transcriptionnelle, et c'est là où il y a le lien entre les mécanismes RNAi, parce que les voies RNAi vont attaquer les messagers de ces éléments pour les dégrader, les déstabiliser, empêcher leur traduction. Mais ces machineries RNAi, comme je l'ai dit la semaine dernière, peuvent aussi aller retrouver les éléments en question et les réprimer au niveau de leur chromatine. Donc les voies RNAi touchent à ces deux voies ici. Et puis il y a d'autres mécanismes aussi qui ont évolué pour la suppression de la traduction de ces éléments et bien sûr pour leur intégration dans le génome. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé des deux voies de ciblage pour la répression de ces éléments. Donc là, on parle surtout de la répression transcriptionnelle de ces éléments. Donc, soit via l'ARN d'un élément, on peut recruter via les petits ARN qui sont générés ailleurs dans le génome via, par exemple, les clusters de piRNA. Donc, il y a des ARN qui vont guider, qui vont détecter l'activité, les transcrits de ces éléments répétés pour cibler une machinerie qui va recruter les complexes épigénétiques qui vont réprimer l'élément. Donc ça, c'est quelque chose qui est clairement une voie très ancestrale. On trouve ce type de manière de réprimer les transposants chez toutes les eucaryotes connues. Donc ça, c'est, je dirais, la voie la plus ancienne. Mais il y a aussi des voies qui passent par l'ADN. Et en fait, c'est assez récemment que nous commençons à vraiment comprendre l'étendue de ce processus de restriction de l'activité des transposants. Et en particulier, il y a des protéines qui ont évolué, surtout chez les mammifères, mais qui sont capables de reconnaître via la séquence de l'ADN de ces éléments transposables et se lier à cette séquence et donc de rapporter tous les facteurs qui sont capables d'induire la répression transcriptionnelle et de la maintenir en état réprimé. Et donc voilà, pour résumer, on trouve des combinaisons de ces voies dans différents eucaryotes. Et en fait, même au sein d'un même individu, on voit que à différents stades de la vie ou à différents types cellulaires, on a différentes proportions de restriction via les voies RNAi ou les voies Krabs-Finger. Et aussi, vous allez voir ça dans quelques minutes, il s'agit de bien reconnaître les éléments transposables et leur âge est très important pour ça. Ceux qui sont les plus anciens sont le mieux contrôlés, bien sûr, et ce n'est pas les mêmes voies que ceux qui sont les plus récents et qui sont les plus dangereux et qu'il faut attaquer. Et en général, c'est le RNAi qui est là en premier rang pour ces éléments nouvelles. Donc, pour les facteurs qui sont capables de reconnaître les éléments transposables, depuis quelques années maintenant, nous avons réalisé qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des facteurs de transcription, mais en fait, là, il s'agit de facteurs de répression, mais on les appelle tous facteurs de transcription, pour des raisons que je n'ai toujours pas compris, mais c'est transcription factors. Et donc, ces facteurs sont capables de se lier à l'ADN de manière très spécifique. Et
ces facteurs, maintenant, nous réalisons il y a plusieurs centaines, c'est une famille de protéines qui est la plus grande famille de protéines régulatrices chez les mammifères. Ici, je vous montre, il y a plusieurs centaines, donc chez l'humain, chez la souris. Il y en a plusieurs qui sont en commun entre les mammifères, et puis d'autres qui ont évolué de manière plus spécifique. Ici, vous voyez chez l'humain, et ici chez la souris, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces protéines ? Elles ne sont pas là juste pour contrôler les éléments transposables. Vous allez voir, c'est plutôt le contraire. Elles sont là pour réguler l'expression des gènes chez le hôte et ils sont exploités par l'hôte pour aller attaquer ou réprimer des éléments transposables de manière spécifique. Ici, je vais vous montrer de manière très simpliste de quoi il s'agit. Donc ici, vous voyez l'ADN, la chromatine. Et ici, c'est une séquence, on va dire, d'un élément transposable qui peut être reconnu par une de ces protéines, Crab zinc finger. Et donc, c'est la partie doigt de zinc, cette partie de la protéine, qui a une spécificité pour la séquence de l'ADN, pour une signature dans les nucléotides de l'ADN qui est très, très spécifique. Et donc ici, vous voyez qu'il y a 4 acides aminés qui reconnaissent très spécifiquement la séquence de l'ADN et qui peuvent donc le lier. Donc ça, c'est très important parce que, effectivement, comment on arrive à avoir une spécificité, non seulement pour la reconnaissance des éléments transposables, mais aussi pour la régulation des gènes au cours du développement, etc. Donc c'est via ce type de protéines. Et donc, la particularité de ces protéines à doigt de zinc, c'est qu'elles sont associées avec un domaine qu'on appelle CRAB, qui, elle, est capable de recruter des protéines qui sont responsables de la répression transcriptionnelle et de la mémoire de la chromatine. Et donc, la protéine en particulier qui est clé à cet recrutement est CAP1 ou TRIM28, qui, elle, est capable d'aller chercher la machinerie épigénétique plus générique dans une cellule, et en particulier les complexes de remodelage et les histones désacétylases, qui peuvent être donc recrutés à la région pour éliminer les marques actives de la chromatine. Donc je ne vais pas vous faire tout un cours sur la chromatine, vous en avez déjà eu, mais la marque d'acétylation d'H3K9 est une marque d'activité transcriptionnelle, donc on pense que l'enlever peut faciliter la répression, probablement en partie par une certaine condensation de la chromatine. Donc on peut enlever les marques actives des histones, de la chromatine, et cette protéine recrute aussi des méthyltransférases des histones, les histone methyltransferases, qui sont capables de méthyler spécifiquement la chromatine avec les marques répressives. Et donc, en particulier, pour les éléments transposables, la machinerie qui est plus souvent recrutée, c'est la machinerie 7DB1 ou I7. Donc, c'est une méthyltransférase qui peut méthyler l'histone H3 à la lysine 9. Et cela conduit à une répression beaucoup plus stable, en partie parce que cette modification est capable de recruter, lui ou elle, la protéine HP1, Heterochromatin Protein 1. Et donc, cet recrutement d'HP1 permet de mettre en place aussi une sorte de boucle de maintien de cet état inactif au cours des divisions cellulaires. Et ce n'est pas tout. On peut aussi voir, dans certains cas, que cet état inactif qui est mis en place grâce à ces protéines Crab zinc finger, elle peut aussi se propager à côté, à des distances variables et pas toujours très loin, mais en tout cas, elle peut se propager. Et plus on a une région remplie d'éléments transposables qui sont ciblés de cette façon-là, plus on peut avoir un domaine important d'inactivité. Et donc, en fait, c'est comme ça que les domaines d'hétérochromatine sont sans doute formés. En tout cas, ici, vous voyez l'élément transposable avec sa séquence qui va lier très spécifiquement le Crab zinc finger et CAP1 qui est recruté, qui ramène H3K9. Et ensuite, grâce à HP1 qui est déposé sur la lysine 9 d'H3, on peut commencer à se propager. Et comment ça se passe? C'est parce que HP1 lui-même est capable de recruter une autre méthyltransférase, SUV39.
Donc ici, je vous montre de manière très simpliste, c'était une diapo que j'avais montrée il y a quelques années aussi. Voilà, la lysine 9 méthylée, une fois qu'elle est mise en place via cette méthyltransférase-là, ou via SUV39, en fait, elle va être liée par HP1. HP1, lui, il est associé avec l'histone méthyltransférase SUV39. Donc, en fait, on peut imaginer que le marque se propage et l'hétérochromatine se propage autour. Donc, voilà comment, avec la présence d'une protéine qui va se lier spécifiquement à l'ADN, on peut générer toute une signature silencieuse et hétérochromatique qui peut même se propager. Et on sait aussi, et ça je vous en ai parlé la semaine dernière, que la méthylation de l'ADN est une marque très importante, en tout cas chez les mammifères. Et comment la méthylation est recrutée? Alors, ce n'est toujours pas complètement clair. Est-ce que c'est directement via cette machinerie ou c'est indépendant? Et alors, les chercheurs ont pu montrer que probablement c'est quelque chose qui a lieu de manière un peu parallèle et indépendante dans la plupart des cas. Bon, d'abord, je voulais quand même mentionner le fait qu'avec une étude très élégante, il a été montré par l'équipe de Todd McFarlane qu'un de ces éléments, une de ces protéines Crab zinc finger, ZFP 809, en faisant des délétions conditionnelles chez la souris, il a pu montrer qu'en fait, le ciblage de la machinerie transcriptionnelle est important. Cette protéine est importante pour le mettre en place, mais pas forcément pour le maintenir. Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, non. Et on pense que peut-être c'est là où la méthylation est importante. Donc en fait, si on enlève cette protéine ZFP 809, on peut réactiver les éléments concernés. Mais au bout d'un certain temps ou dans certains tissus, on n'aura pas une réactivation et on voit qu'il y a une méthylation de l'ADN. Donc on pense qu'en fait, la méthylation de l'ADN arrive peut-être après et ensuite peut se stabiliser grâce au fait que cette marque est connue pour être répliquée au cours des divisions cellulaires. Au cours de la réplication de l'ADN, on peut remettre en place la méthylation de l'ADN. Donc on pense qu'effectivement, la méthylation de l'ADN et les marques associées à H3K9 diétriméthyl via les Crab zinc finger et Cap1 sont peut-être des voies un petit peu parallèles, mais en tout cas, la mise en place de l'extinction est probablement plus due à ce ciblage via les Crab zinc finger. Et la méthylation de l'ADN, elle peut être ciblée, ça on ne sait pas encore exactement comment, mais peut-être juste par le fait que la région est inactive, et ou via les voies des petits ARN, comme je l'ai mentionné la semaine dernière. Mais les voies des petits ARN ne fonctionnent pas dans toutes les cellules. Donc, dans les cellules, on n'a pas les voies RNAi. En fait, on dépend beaucoup plus sur ces voies Crab zinc finger pour mettre en place la silence. Donc, et là, je vais revenir sur ces protéines. Donc, au début, en fait, ZFP 809 était une des premières à être vraiment étudiée par rapport à des rétrotransposants en détail. Et il a été réalisé que cette protéine, elle était déjà présente chez les rongeurs avant qu'elle ait cette spécificité chez la souris pour certains types de rétroéléments. Et donc, d'où l'idée qu'effectivement, ces protéines sont déjà là, mais elles évoluent justement pour cibler les éléments transposables. Au cours de l'évolution, elles peuvent changer par mutation pour être suffisamment différentes pour aller cibler spécifiquement tel ou tel élément. Et ici, je vous montre juste la situation donc, de cette protéine qui se lie à son site préféré, consensus ici. Mais on voit qu'effectivement, avec des formes un peu différentes. Donc, quand il y a une mutation dans une acide aminé, elle n'a pas la même reconnaissance des sites où elle peut évoluer une nouvelle reconnaissance, c'est-à-dire évoluer pour avoir un nouveau site cible. Par exemple, si elle perd un des doigts des zinc, on va avoir un nouveau consensus de séquence. Donc, en fait, par l'évolution de la séquence de l'ADN qui va coder pour la protéine de ces facteurs, on peut altérer le répertoire de facteurs qui sont présents. Et donc, effectivement, il a été montré que dans ce cas de ZFP 809, il peut aller cibler d'autres séquences qui sont plus ou moins vraiment presque identiques, mais qui varient d'un nucléotide précis,
mais avec plus ou moins d'efficacité. Donc, quand son consensus est complètement là, on voit que la protéine ZFP809 se lie très efficacement. Elle recrute cette machinerie et on voit la chromatine répressive se mettre en place. Alors qu'ailleurs dans le génome, il y a d'autres éléments qui ont cette signature, mais qui est un tout petit peu différente. Et donc là, la protéine, elle ne va pas se cibler du tout, ou elle va se cibler beaucoup moins efficacement. Et si le ciblage n'est pas aussi stable, parce que les doigts de zinc n'arrivent pas à se fixer de manière totalement efficacement sur l'ADN, dans ce cas-là, elle n'est pas suffisamment stable pour recruter toute la machinerie répressive. Donc là, on peut voir comment ces facteurs peuvent effectivement avoir une spécificité extrêmement importante, mais je pense que aussi, vous voyez tout de suite que si effectivement un élément transposable peut changer, lui, sa séquence d'ADN, il peut échapper à ce contrôle en modifiant justement les sites de fixation de ce type de facteurs. D'où cette course aux âmes que je vais vous montrer a été démontrée de manière très élégante dans des études récentes. En tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est surtout chez les mammifères qu'on voit que l'évolution des rétrotransposants avec LTR, mais aussi pour les lines, c'est le cas, en tout cas chez l'humain, a été accompagnée par l'évolution de ces facteurs Krabs-Finger. Donc on voit qu'effectivement, en rouge, vous voyez le nombre d'éléments, rétroéléments LTR, et en bleu, le nombre de Krabs-Finger. Vous voyez que la proportion de protéines augmente positivement avec la proportion de LTR qui sont présents dans un génome. Donc on pense qu'effectivement, il y a une sorte de forcing de l'évolution de ces protéines avec la présence de plus en plus importante de ces éléments répétés. Et donc ici, je vais vous montrer un exemple de ce qui a été découvert récemment, donc dans une étude chez l'homme ou chez les primates. Et les chercheurs, en fait, ont essayé de voir s'ils allaient pouvoir trouver les facteurs de Krabs-Finger qui répriment spécifiquement les éléments répétés chez l'humain. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est prendre des cellules de souche embryonnaire de souris qui ont leurs propres éléments transposables et leur répertoire de protéines Krabs-Finger, et ils ont introduit dedans un chromosome humain, le chromosome 11 humain. Et du coup, là, il s'agit de l'ADN, les éléments répétés chez l'humain, mais sans les facteurs, ou en tout cas pas tout le répertoire de facteurs Krabs-Finger de l'humain. Et donc, ils ont regardé qu'est-ce qui se passe au niveau des éléments transposables dans cette situation, une cellule hôte murine avec un chromosome humain. Et ce qu'ils ont remarqué, ici vous voyez en fait c'est le chromosome, une partie du chromosome 11 qui est montrée. Donc dans les cellules humaines, on voit que des éléments transposables comme cet élément-là, SVA, ou cet élément-là, en fait, en général, sont silencieux et inactifs. Mais dans le cas de la cellule ES murine avec le chromosome 11, vous voyez une expression, enfin ça c'est des marques de chromatine d'activité, et puis ici c'est l'ARN, vous voyez qu'il y a une expression de ces éléments qui est anormale, ou de certains de ces éléments qui est anormale, et une association avec une chromatine active. Donc ça veut dire que effectivement ces éléments transposables dans un contexte murin ne sont plus réprimés comme il faut. Et donc, c'était une manière astucieuse pour aller maintenant faire ce qu'on appelle un crible, de chercher quels sont donc les facteurs humains qui sont capables de réprimer ces éléments transposables. Et donc, les chercheurs ont pris, donc il y a 170 Krabs-Finger qui sont spécifiques aux primates et qui ne sont pas présents chez la souris. Et donc, ils ont estimé que ça doit être parmi ceux-là ceux qui sont responsables de la répression de ces éléments. Et parmi ces 170, ils n'ont pas testé tout le monde, ils n'ont testé que 14, ceux qui étaient les plus exprimés dans les cellules ES humaines. Et donc, ils ont regardé est-ce que oui ou non, on arrive à réprimer
les éléments humains avec la présence de ces facteurs. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails des expériences qu'ils ont fait, mais ils ont utilisé des tests avec des gènes rapporteurs, avec une partie de l'élément transposable, la partie qui est censée fixer justement le crab zinc finger. Et ils ont trouvé je vais vous parler juste de deux choses impressionnantes. Ils ont trouvé une protéine, zinc finger, ZNF91, humaine, qui était capable justement de réprimer certains éléments, rétroéléments comme les SVA de manière très efficace. Et quand ils ont regardé au cours de l'évolution des primates, comment cette protéine se comporte, ils ont regardé justement dans ces doigts de zinc qui donnent la spécificité de fixation sur ces éléments, et ils ont trouvé qu'effectivement, au cours de l'évolution des primates, les doigts de zinc ont muté entre les singes du vieux monde et les singes du nouveau monde. Là, on voit qu'effectivement, il y a des nouvelles acides aminés qui ont apparu dans les doigts de zinc, qui ont amélioré la capacité de cette protéine d'aller inactiver ces éléments transposables. Donc ça montre déjà qu'au cours de l'évolution des primates, cette protéine, en tout cas, ZNF91, a évolué et pour pouvoir aller réprimer ces éléments spécifiquement. Et puis, ils ont trouvé une autre protéine, doigt de zinc, ZNF93, qui, elle semble être capable d'aller réprimer certains éléments line. Donc, la famille de l'élément line L1PA4, qui est au PA, qui sont une des familles prédominantes chez l'humain. Et ils ont trouvé qu'effectivement, en introduisant cette protéine, il y avait une inactivation via cette région 5'UTR qui porte donc la séquence qui est ciblée par cette protéine. Dans le line, il y a une répression efficace dans un contexte murin. Donc là aussi, c'est une protéine qui peut être très spécifique pour ces éléments. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que quand ils ont regardé où cette ZNF93 se lie, et en particulier où la protéine CAP1 qui s'associe à elle, et là il faut que je dise quand même que la protéine CAP1 murine ou humaine, elle est capable d'agir, hein, donc elle n'a pas suffisamment évolué pour ne plus être capable d'interagir avec la partie crabe de ces protéines, c'est juste cette partie de la protéine qui semble être très différente. En tout cas, ZNF93 et CAP1 qui est associé, et effectivement présente sur les éléments L1PA4, mais pas dans tous les éléments line. Et c'est là où les chercheurs ont réalisé qu'effectivement, il y a certains éléments line qui sont bien réprimés par cette protéine et d'autres pas. Et quand on regarde au cours de l'évolution des primates, donc comme je disais, il y a les singes les plus anciens comme le macaque et les singes les plus récents comme gorille et chimpanzé. Quand ils ont regardé comment cette protéine a évolué, ils ont vu qu'effectivement, la protéine de macaque n'a pas la capacité, n'a pas les doigts de zinc appropriés pour pouvoir aller s'associer avec le line L1PA4. Donc, ZNF93, même si elle existe chez tous les primates, elle n'a pas les acides aminés qu'il faut pour aller réprimer la famille des lines, en tout cas chez les macaques. Par contre, au cours de l'évolution des primates, elle a acquis une capacité, elle a muté pour pouvoir aller reconnaître cette famille. Mais maintenant, chez l'humain, quand on regarde, il y a certaines lignes qui sont très bien ciblées par cette protéine et d'autres pas. Et en fait, pourquoi? C'est parce que justement, la région qui est ciblée, elle est délétée dans certaines lignes. Donc là, les lignes chez l'humain ont eu la capacité, en tout cas avec l'évolution des plus récente des primates, cette famille des lignes, elle a justement délété la région qui était ciblée par ZNF93. Donc ici, vous voyez les lignes les plus anciens qui sont présents dans la plupart des primates, qui ont donc la présence de ce site ici, et qui peuvent être fixés par ZNF93. Et puis, vous voyez les lignes les plus récents qui ont apparu plus récemment, donc depuis les dernières 12 millions d'années, qui ont justement une délétion. Donc ça veut dire qu'effectivement, la famille d'éléments transposables est en train d'évoluer
pour ne plus être fixés par ce facteur qui, lui, a évolué justement pour aller les fixer. Donc je trouve que ça, c'est un très joli exemple de cette guerre ou cette course aux armes entre les éléments. Donc voilà, pour résumer, cette protéine en particulier, elle a évolué chez les primates justement pour réprimer les L1 ou les lines chez les primates, mais les lines eux-mêmes, ou une sous-famille de ces lines, a pu échapper parce que justement il y avait une délétion de cette région qui permettait leur expression. Et ici, je vous montre deux schémas qui montrent en fait à peu près la même chose, mais ici, c'est les éléments au cours de l'évolution. Vous voyez ici le temps et ici le temps, l'évolution des éléments, et puis ici, vous voyez l'évolution des protéines, des Crab-Zinc finger. Et l'idée, c'est qu'au début, quand un nouveau élément arrive, soit apparaît par transfert horizontal ou soit par mutation, les plus jeunes, les premiers éléments sont en fait probablement contrôlés plus ou moins bien via les voies d'RNAi, mais pas complètement. Et donc du coup, ils peuvent avoir une expansion jusqu'à ne pas être, délétère pour toute une population. Mais on peut avoir donc une expansion de ces familles tout au début de leur apparition. Mais avec le temps, la panoplie de facteurs Crab-Zinc finger qui existent, chez les mammifères en tout cas, peut évoluer pour aller justement cibler de manière spécifique certains de ces éléments et donc les éteindre pour qu'ils ne soient plus capables d'être exprimés. Et donc en fait, l'idée c'est que ces facteurs sont là justement pour éteindre totalement l'expression de ces éléments, donc plus besoin des voies RNAi ou pas forcément besoin des voies RNAi. Mais il y a quand même certains mutants de ces éléments transposables qui soit sont préexistants ou qui peuvent apparaître, qui peuvent échapper à ce contrôle, comme je l'ai dit, par délétion ou par mutation dans leur propre séquence. Et les plus anciens de ces éléments deviennent dégénérés, donc on les reconnaît à peine, ils sont mutés de ces éléments transposables, et donc ils ne peuvent plus bouger de toute façon. Ils peuvent quand même attirer parfois encore leurs éléments Crab-Zinc finger, donc ils peuvent ensuite être utilisés par le hôte pour autre chose. Et dans certains cas, quand même assez rares, mais de plus en plus réalisés, reconnus, il y a certains de ces éléments qui, même s'ils ne sont plus du tout capables de bouger, ils peuvent quand même se fixer à ce type de facteur Crab-Zinc finger ou à d'autres facteurs, et qui ensuite peuvent être utilisés de manière spécifique par le hôte pour réguler un processus. Et comme vous allez voir, si j'arrive à la fin de mon cours, comme vous allez voir, c'est la manière que certains de ces éléments sont ensuite exploités de manière développementale ou spécifique à une espèce pour des nouvelles réseaux de régulation transcriptionnelle ou même pour créer des nouvelles protéines, comme je vous avais parlé de la syncytine qui est important pour la placentation. Donc voilà le résumé de ce que je viens de vous dire, de cette course aux armes. On va revenir sur ce point lors de mon dernier cours quand on va reparler de l'évolution, mais je pense que vous avez compris qu'effectivement, en tout cas chez les primates, y compris les humains, il y a une course constante. On va voir qui va gagner, mais probablement, comme vous avez compris, l'hôte et gagnant toujours avec cette diversité de facteurs et des éléments qui sont introduits. En tout cas, voilà, ça c'est un résumé de ce que je viens de dire. Donc peut-être le seul point que je n'ai pas mentionné de manière spécifique, c'est qu'effectivement, on commence à réaliser maintenant qu'il y a certains de ces facteurs, les Crab-Zinc finger, qui sont aussi exprimés de manière très tissu-spécifique. Et donc, ça veut dire qu'ils sont peut-être capables d'aller non seulement contrôler les éléments transposables de manière tissu-spécifique, et donc dans leur absence, ces éléments pourraient se réveiller, mais aussi peuvent être ensuite utilisés pour mettre en place des voies d'expression tissu-spécifiques. Et ça, je vais revenir sur ce point plus tard. Donc voilà, un dernier résumé. Avec l'évolution des transposants au cours du temps, les plus anciens sont très mutés et incapables de faire grand-chose, sauf éventuellement liés à certains facteurs qui peuvent être exploitables.
Ceux qui sont rattrapés par la course aux armes et les crab zinc finger sont réprimés grâce à cette voie. Et les plus récents, où c'est juste le fait qu'ils sont répétés et qu'ils produisent de cet ARN répété, et donc double bras est reconnaissable comme étant, comment dire ça, étranger, sont ciblés, eux, par les voies RNAi. Et ça, c'était la diapo que je vous avais montrée à la fin du cours la semaine dernière. On a beaucoup parlé des voies RNAi chez les mammifères, dans la lignée germinale, qui permettent le recrutement de la machinerie de méthylation de novo. Et donc, on pense qu'effectivement, cette machinerie est très importante pour réprimer les éléments qui sont encore très actifs, alors que d'autres éléments plus anciens peuvent utiliser la machinerie dont je viens de vous parler. Donc, on va passer maintenant à la partie développementale. J'espère que vous avez compris que les éléments transposables peuvent être contrôlés, réprimés via ces différentes voies, via l'ARN, via l'ADN, via la machinerie épigénétique. Et différents éléments sont réprimés de différentes façons en fonction de type cellulaire, que ce soit la lignée germinale ou par exemple les cellules souches embryonnaires. Différentes stratégies sont mises en place. Mais les éléments transposables peuvent aussi être exprimés potentiellement, et pour ça, il y a un certain nombre de besoins. La possibilité d'avoir un contexte chromatinien qui est ouvert, qui n'est pas fermé, qui va être réfractif même à ces facteurs de transcription. La présence des facteurs de transcription, et là on ne parle pas des crab zinc finger, on parle des facteurs de transcription qui peuvent déclencher l'expression de ces éléments. Et bien sûr, l'absence des voies RNAi pour permettre ces éléments à être exprimés. Donc, où est-ce qu'on trouve ces conditions? Et en fait, on réalise que c'est au cours du développement qu'il y a des fenêtres de temps où on peut trouver ces conditions. Alors, là, je vais aller assez vite parce que je pense que j'ai déjà tout dit. Il y a donc différentes voies utilisées. La chromatine, les modifications des histones, je vous en ai parlé, et puis la méthylation de l'ADN qui est très important chez les mammifères, dans la lignée germinale et dans le soma. Mais on voit qu'au cours du développement, il y a des baisses de la méthylation de l'ADN à des moments très spécifiques du développement. Et ici, je vous montre le cycle de vie, il s'agit de la souris, mais où on voit qu'effectivement, après fécondation, donc au moment du zygote, au moment où l'embryon va être mis en place, on a une grande vague de reprogrammation épigénomique. Et cette reprogrammation est absolument essentielle justement pour mettre en place, pour défaire ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire deux gamètes qui sont des cellules extrêmement différenciées, et mettre en place un programme qui est maintenant de novo, qui va permettre à tout l'organisme de développer. Donc il y a une vague de reprogrammation assez massive à ce stade-là. Et justement, c'est une des stades où les éléments transposables pourraient être exprimés. Et puis, il y a aussi une vague, mais en fait qui est progressive pendant toute cette période du développement, et en particulier dans les cellules de ce qu'on appelle la masse interne, qui, elles, vont donner aux cellules souches embryonnaires. On pense que là aussi, globalement, il y a un état assez particulier de l'épigénome, avec des niveaux très bas de méthylation de l'ADN, et justement un programme qui permet la pluripotence. Vous avez entendu beaucoup parler des cellules pluripotentes qui peuvent donc donner à quasiment tout type cellulaire. Et justement, donc c'est ces cellules-là qui sont pluripotentes. Les cellules du zygote, de l'œuf fécondé, sont totipotentes. Les cellules de la masse interne sont pluripotentes. Mais néanmoins, donc, il y a effectivement une reprogrammation progressive qui a lieu au cours de ces stades. Et puis, la partie de la reprogrammation que je vous avais déjà décrite la semaine dernière, c'est aussi la lignée germinale, où là, il faut défaire les programmes qui sont dus aux deux parents. Il y a certaines spécificités, comme les empreintes épigénétiques, génomiques qui sont présents, et aussi tout le bagage des marques qui sont présents dans l'embryon proprement dit. Donc, avant que la lignée germinale est mise en place, il y a certaines marques qui sont établies, et en fait, dans la lignée germinale, il faut effacer toutes ces marques pour justement pouvoir créer des nouveaux gamètes. Donc, il y a ces grandes phases de reprogrammation au cours du développement chez les mammifères. Et
comme je l'ai décrit la semaine dernière, dans la lignée germinale, on pense que les voies de pi-RNA sont très importantes pour rétablir la répression des éléments transposables. On pense que, puisque ces voies ne semblent pas être aussi importantes au cours de l'embryogenèse, que probablement c'est plus via des voies de Krabs-Zinck-Finger que la répression de ces éléments est mise en place. Et donc, un point que je veux ressouligner qui est très important, c'est qu'au cours du développement, en même temps, c'est très important que ces éléments transposables soient exprimés, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont pu quand même être présents, actifs et prolifératifs dans la lignée germinale. Donc, avant que la lignée germinale soit mise en place et dans la lignée germinale, il faut quand même qu'il y ait certaines fenêtres d'activité de ces éléments transposables. Et de l'autre côté, pour le hôte, c'est très important de réprimer ces éléments aussi efficacement que possible pour ne pas avoir des gros dégâts. Vous avez bien vu que dans la lignée germinale, quand on réactive les éléments transposables avec les mutations dans les voies pi-RNA ou dans les de novo méthyltransférases, je vous avais montré ça la semaine dernière, là, il y a une stérilité, en tout cas chez les mâles, qui est mise en place très, très fortement. Donc en fait, il faut préserver le génome contre une activité trop importante de ces éléments. Donc voilà, c'est cette double tranchant qu'il faut gérer. Et voilà, je viens de vous dire effectivement qu'il ne faut pas permettre une expansion ou une action trop importante, sinon on interfère avec le développement normal d'un individu, que ce soit développement précoce ou plus tardif. Donc, je reviens à mes schémas. Donc, maintenant, vous voyez le zygote, le blastocyste, et ici, vous voyez ce qu'on appelle l'épiblaste. Et en fait, c'est le moment où la lignée germinale va être mise en place. Donc, ça, c'est les cellules PGC, les cellules germinales primordiales dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et donc, il y a ces vagues de déméthylation de l'ADN et changement épigénétique du programme épigénomique et de réméthylation au moins à ces deux phases-là. Et donc, en fait, ici, vous voyez le taux de méthylation de manière très grossière. Donc, ça, c'est une diapositive qui essaie de résumer ces différentes phases, mais sans rentrer vraiment dans les détails de ce qui se passe, parce qu'en fait, on ne le sait pas. Donc, en tout cas, voilà des éléments transposables comme les lines ou les éléments LTR comme les IAP, qui sont des éléments très agressifs, qui effectivement sont déméthylés au cours de ces deux phases du développement, de ces deux grandes phases de reprogrammation. Et quand on regarde l'expression de ces éléments, qu'est-ce qui se passe? Pour les lines, il y a une expression quasi constante globalement quand on regarde au cours de ces stades. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Et pour les éléments type LTR, les IAP par exemple, et les MERVEL dont je vais vous parler, ils sont effectivement réactivés à ces stades de manière assez impressionnante. Donc effectivement, il y a un relâchement d'expression de ces éléments transposables qui a lieu pendant cette fenêtre de temps développementale. Et dans la lignée germinale, c'est beaucoup moins connu, mais effectivement, on pense qu'il y a aussi une réexpression de ces éléments, et on a bien vu la semaine dernière que quand on perturbe les pi-RNA ou les méthyltransférases, on voit qu'effectivement, il y a une réactivation massive qui est mise en place. Mais il y a quand même une expression qui est probablement présente, mais à un faible niveau, et en fonction du type d'élément. Voilà, et donc ici je vous montre, c'est la même diapo, mais maintenant je vous montre que la lignée germinale, chez la souris ou chez l'humain, au moment où la lignée germinale est mise en place, autour des 6 jours et demi chez la souris et autour des 3 semaines de gestation chez l'humain. Et ici, vous voyez différentes marques épigénomiques. La méthylation de l'ADN, les histones modifiés, H3K9 diétriméthylés, qui sont, comme je vous l'ai dit, des marques qui sont très souvent associées avec l'inactivité des éléments transposables. Et puis une autre marque répressive qui, lui, est mise en place via les protéines polycom, H3K27 triméthyle. Et puis une autre marque, H2AH4, arginine 3 diméthylée. Et ici, il est montré comment, au cours du développement dans la lignée germinale, ces marques changent avec le temps. Et vous voyez que c'est assez dynamique. Il y a cette vague de déméthylation de l'ADN, aussi de déméthylation d'H3K9. Et donc, effectivement, on voit que ça pose un problème par rapport à l'activité potentielle de ces éléments transposables.
qui pourraient être réexprimés avec ces phases de changement épigénomique. Et alors, quand on regarde de manière plus précise, on réalise qu'effectivement, pendant ce fenêtre de temps où la déméthylation a lieu, et avant que les voies piRNA se mettent en place, les voies piRNA se mettent en place à peu près à ce moment-là, et comme je vous l'avais montré la semaine dernière, c'est l'expression faible de ces éléments transposables qui permet de les faire reconnaître et de les faire cibler par la voie piRNA. Mais avant que ces voies commencent, et pendant cette fenêtre de temps où l'épigénome est en train d'être modifié dans la lignée germinale, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce que les chercheurs commencent à penser, c'est que peut-être il y a d'autres voies épigénétiques ou épigénomiques qui peuvent être mises en place. Alors, c'est quand même assez, on va dire, préliminaire et flou encore parce que c'est très difficile de travailler sur la lignée germinale parce que justement, c'est à des stades très difficiles d'accès d'embryogenèse et il y a très peu de cellules à accéder. Mais en tout cas, ce qui est décrit, c'est que peut-être pendant ce fenêtre de temps où la méthylation de l'ADN et H3K9 et triméthyl commencent à baisser, ces marques commencent à augmenter. Il y a une fenêtre de temps où on voit une augmentation de H3K27 triméthyl et de H2A, H4 arginine diméthyl. Et donc, en fait, on pense que peut-être cette acquisition de ces modifications pourrait permettre un tamponnage de la répression de ces éléments pendant cette période. Mais est-ce qu'ils sont réellement requis ou pas? Ça reste une question encore ouverte. Mais je vous montre de manière extrêmement schématique, et c'est totalement hypothétique ce que je vais vous montrer, mais juste pour vous montrer qu'il y a quand même différentes manières de gérer cette répression des éléments transposables, surtout dans la lignée germinale où c'est tellement important de les garder réprimés. Donc on pense qu'effectivement, avant cette vague de reprogrammation, on a les éléments qui sont associés à la méthylation de l'ADN et au marque H3K9 triméthylé. Mais il y a peut-être une phase de temps où on perd ces marques activement ou passivement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est toujours en cours de compréhension. Et ils sont remplacés par d'autres marques, une autre signature chromatinienne qui est aussi répressive. Et si vous vous rappelez de mes cours précédents, je vous avais parlé justement de PRC2, PRC1, polycom, qui sont une autre machinerie complexe très ancienne qui est utilisée pour réprimer en général les gènes développementaux, mais peut-être dans la lignée germinale et utilisée pour justement mettre en veille ces éléments transposables qui sont peut-être dénués de leur marque répressive. Et donc, il y a beaucoup de questions. Si cette transition a réellement lieu, comment elle est faite? Comment on enlève déjà ces marques répressives et on met en place des nouveaux marques? Est-ce qu'il y a une réactivation importante ou pas? Élément par élément, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été regardé. Et comment les voies piRNA sont capables d'aller cibler cette chromatine qui est modifiée avec la polycom, si c'est le cas. Est-ce qu'en fait, ça fait partie du ciblage ou est-ce que c'est encore une part de ces marques qui permet les voies piRNA d'aller cibler une région répétée? Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut changer d'un type de hétérochromatine à une autre peut-être, mais c'est difficile de prouver que cette modification de chromatine est là et elle est importante, comme je vous ai dit, dans la lignée germinale. Mais il y a des stratégies pour le faire et je voulais quand même juste vous montrer comment les chercheurs imaginent attaquer cette situation. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont capables de faire ce type d'expérience. Il y a notamment les laboratoires d'Azim Sourani, de Mithinori Saitu et de M. Ng à Singapour, qui mettent en place des manières de justement sortir ces cellules de la lignée germinale. Il y en a très peu, comme je l'ai dit, et justement d'aller purifier la chromatine associée en utilisant des anticorps qui sont spécifiques contre les modifications de la chromatine, des histones, ou contre les protéines associées. Donc on peut aller cibler la chromatine avec ces anticorps et ensuite isoler l'ADN associé et l'amplifier pour savoir quelle est sa nature. Et justement,
regarder, par exemple, les éléments répétés de différents types, les signes, les lines, les LTR. Et ici, vous ne voyez pas, mais en rouge, c'est la lignée germinale, les cellules de la lignée germinale par rapport à d'autres types cellulaires, les cellules OS, les cellules somatiques. Et vous voyez qu'effectivement, pour les marques H3K27, ces éléments répétés sont plus enrichis dans la lignée germinale, dans ces cellules de la lignée germinale, qu'ailleurs. Donc effectivement, il y a un enrichissement. Maintenant, la question, c'est est-ce que les facteurs qui sont là pour les mettre en place perturbent comment dire ça, sont responsables de la répression de ces éléments. Et pour faire ceci, il faut utiliser des souris qui peuvent déléter de manière conditionnelle ces facteurs et poser la question, en absence de cette machinerie, est-ce qu'on réexprime de manière massive les éléments transposables. Donc voilà, ça c'est un résumé un peu technique, mais que je pense est important pour comprendre un peu je dirais la machinerie moléculaire qui pourrait agir épigénétiquement au niveau des éléments. Donc je voulais passer à un autre exemple. Maintenant, on passe de la lignée germinale aux cellules souches embryonnaires, qui sont les cellules dérivées de la masse interne. Et là, c'est plus facile. On a accès à beaucoup plus de cellules. C'est beaucoup moins limitant, parce que les cellules souches embryonnaires, on peut les faire pousser en culture de manière illimitée, et elles gardent leurs caractéristiques pluripotentes. Et donc là, ce qui a été fait, encore une fois, je cite le laboratoire de Deborah Bourkis, mais il y a d'autres papiers qui touchent à ce sujet aussi. On peut prendre ces cellules de la masse interne qui sont en culture, les cellules OS, et elles sont très faiblement méthylées. Et on peut même les pousser à une déméthylation quasi totale en les cultivant dans des conditions particulières avec ce qu'on appelle un milieu 2I et la vitamine C. Donc en fait, on peut créer une situation où ces cellules OS avaient peu de méthylation et ensuite ont quasiment zéro méthylation de leur ADN. Et là, on peut voir comment les éléments transposables se comportent. Et ce qui a été vu dans cette étude, c'est qu'effectivement, ça c'est les jours après ce traitement, après quelques jours, on voit qu'il y a une augmentation dans l'expression des éléments répétés de tout type, de plusieurs types. On voit une réexpression de ces éléments, alors que le niveau de méthylation baisse à quasiment zéro pendant cette période. Donc il y a une fenêtre où il y a une explosion d'activité transcriptionnelle de ces transposants et ensuite une extinction. Vous voyez que l'expression augmente et ensuite, après 2 semaines de ce traitement, on ne les voit plus s'exprimer. Ici, vous voyez pour différents éléments spécifiques comment ça se passe. Une expression plus importante suivie par une répression. Alors comment ça se passe? Donc en fait, ce qui a été fait, c'est de regarder quelles sont les marques, autres marques épigénomiques qui sont présentes ou absentes sur ces différents types d'éléments, justement en utilisant les techniques que je vous avais décrites, comme l'immunoprécipitation de la chromatine, et aussi en regardant les facteurs épigénétiques qui sont responsables de la mise en place de ces marques. Et ce qui a été démontré, c'est qu'effectivement, il y a une mise en place des marques comme H3K9 triméthyle et H3K27 triméthyle, comme je vous l'avais décrit pour la lignée germinale, une fois qu'on voit cette élimination de la méthylation de l'ADN. Et ici, je vous montre un résumé de ce qui a été vu. Il y avait 3 catégories globalement d'éléments. Certains éléments, comme les lines, avaient donc une apparition de H3K27 triméthylé au niveau du corps de l'élément, sans une disparition d'H3K9. K9 triméthyle était toujours là, et on voit que H3K27 s'accumule avec la disparition de la méthylation, d'une part, et l'extinction transcriptionnelle. Donc là, c'est un cas où H3K27 semble venir en plus d'H3K9 pour réprimer l'élément. Il y avait une autre catégorie, la catégorie B, ça c'est les IAP, où eux, ils n'ont pas vraiment changé leur état, ils n'ont pas été massivement modifiés, avec K9 qui était présent globalement tout le temps. Et puis, il y avait une troisième catégorie, où là, on voyait une perte d'H3K9, une acquisition d'H3K27 avec la mise en place de l'expression. Donc, ça vous montre qu'effectivement,
Et puis dans ce cas-là en particulier, la délétion des facteurs polycom qui sont responsables a montré une augmentation de l'expression de cet élément, montrant bien que c'est important pour la silence de ces éléments d'avoir cette marque qui est mise en place. Et puis quand les chercheurs ont fait le double délétion de SUV39, qui est la méthyltransférase responsable d'H3K9, et de polycom, là il y avait une expression 20 fois plus importante de ce type d'élément. Donc ça vous montre qu'effectivement, il y a plusieurs stratégies de répression de ces éléments qui viennent se mettre en jeu en fonction de ce qui est présent, ce qui n'est pas présent. La question maintenant reste, mais comment en fait ils sont ciblés quand on enlève la méthylation d'ADN? Qu'est-ce qui fait que ces nouvelles marques épigénétiques sont mises en place? Est-ce que c'est via des facteurs comme les Crab-Zinc finger ou d'autres facteurs qui sont liés à l'ADN? Est-ce que c'est l'état de la chromatine qui les attire? Est-ce que c'est via l'expression ou via l'ARN? Donc voilà, ça c'est maintenant quelque chose qui peut être disséqué grâce à ce système qui est, comme je l'ai dit, en culture, donc plus facile. Et puis il ne faut pas oublier que même si cette réexpression est présente, et on voit qu'effectivement ces éléments peuvent être exprimés même comme s'il y a la méthylation et une faible expression, on pense qu'il y a d'autres voies qui sont là quand même pour les contrôler aussi. Donc on pense qu'effectivement les cellules ES ont aussi leur spécificité de contrôle de l'activité de transposition, même si au niveau du contrôle de la transcription, ils utilisent ces machineries dont je viens de parler. Donc là, je vous avais parlé de la lignée germinale, de ce qui se passe dans les cellules OS, donc dans cette fenêtre de temps du développement. Et maintenant, je vais terminer en vous parlant de ce qui se passe juste après la fécondation, donc au niveau du zygote, au moment de la reprogrammation zygotique. Et c'est c'est un des moments les plus importants dans la vie, tout d'abord parce que c'est là où on commence tout, avec une cellule qui peut tout faire après, ou presque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une phase où il faut défaire les programmes qui ont été mis en place pour produire les gamètes. Donc en fait, il faut créer ce qu'on appelle une situation totipotente, créer une situation de tabula rasa, où on enlève tout pour tout recommencer. Et donc voilà, ces deux types, les deux gamètes extrêmement spécialisées sont des cellules très différenciées qui créent donc une cellule qui, elle est capable de tout, totipotente. Donc c'est la phase de reprogrammation probablement la plus importante qui a lieu au cours de la vie. Donc ce sont des diapos que je vous avais déjà montrés en 2014 d'ailleurs. Donc je ne vais pas reprendre tout en détail donc, au cours de l'ovogenèse, la spermatogénèse. Je voulais juste souligner 2-3 points. Que l'ovocyte arrive avec un pool extrêmement important de protéines, de ARN messagers, justement pour permettre le début de la mise en place de l'embryon avant que le génome zygotique est activé, avant que l'ADN du père et de la mère sont utilisés pour produire eux-mêmes l'ARN et la protéine. Donc en fait, il faut ce pool extrêmement important pour démarrer la vie. Et ce qui est important, c'est que nous savons que justement dans l'ovocyte, il y a des pools importants de certains types d'éléments transposables et même des protéines de ces éléments. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a la capacité éventuellement d'une mobilisation de ces éléments. Ils ont trouvé l'opportunité de pouvoir s'exprimer et de produire les protéines au cours de l'ovogenèse. Et puis côté paternel, là, le génome est extrêmement condensé en protamine, pas en histone, alors que le génome maternel est, lui, en forme de chromatine avec des histones. Le génome paternel, il doit rentrer dans un tout petit noyau dans le spermatozoïde. Donc là, il est très condensé, sans les histones, et puis avec très peu, mais quand même un peu, d'ARN. Donc la situation au moment de la fécondation et donc d'avoir besoin d'utiliser la machinerie maternelle pour reprogrammer les deux génomes, paternel et maternel, de manière efficace. Et au cours de l'embryogenèse précoce, cette poule est dégradée petit à petit et le génome zygotique est lui activé et utilisé. Alors chez la souris, c'est important de savoir, l'activation zygotique a lieu très tôt. Entre une et deux cellules, le génome est tout de suite utilisé, alors que dans d'autres espèces des mammifères, c'est plus tardif. Chez l'humain, c'est entre 4 et 8 cellules, par exemple.
Donc voilà, je vous montre de manière très schématique, encore une fois, que juste après la fécondation, une des premières choses qui doit être faite, c'est justement de déballer le génome paternel de ces protéines qui sont là pour le condenser de manière très efficace, presque en cristaux. Donc il faut déballer et puis remplacer avec des histones qui viennent justement du pool maternel. Donc ça, c'est les tout premiers événements quand on décondense le sperme et on forme les deux pronoyaux, le pronoyau paternel et maternel. Et justement, il y a une première phase de réplication où là, il y a des changements dramatiques qui ont lieu au niveau de l'épigénome. Et donc on sait que, par exemple, le pronoyau qui vient du père, lui, il devient déméthylé très rapidement, alors que le pronoyau maternel, elle perd sa méthylation au cours du développement de manière plus progressive et moins intense. Donc ici, je vous montre de manière plus simple ces premières étapes de la vie, l'œuf non fécondé après fécondation et puis les premières divisions. Donc tout ça, c'est avant l'implantation de l'embryon dans l'utérus maternel. Et donc ici, je vous montre différents acteurs. On sait par exemple qu'il y a certains facteurs qui sont présents dans le pool de l'ovocyte, comme par exemple la protéine Cap1, dont je vous avais parlé, qui est cette protéine qui permet de recruter la machinerie répressive. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Et il y a aussi toute une machinerie épigénétique qui est aussi là, prête à l'action, qui vient dans le pool maternel. Et puis, il y a d'autres facteurs qui, eux, ne sont pas présents et qui sont exprimés plus tard, justement, via l'activation zygotique. Et quand on regarde le niveau de méthylation des génomes, je vous l'avais dit tout à l'heure, le génome maternel est moins méthylé que le génome paternel. Elle perd sa méthylation globalement au cours de ces phases, progressivement. Mais le génome paternel, lui, il est plus méthylé, mais il perd massivement sa méthylation à ses toutes premiers stades, probablement, on pense, activement, c'est-à-dire une déméthylation qui passe peut-être via les enzymes des protéines tête. On en a parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais si vous voulez plus, regardez mes cours de 2014 et 2015. Donc, un point qui est important, on le savait déjà avant que les premières Crabs Finger étaient connues pour leurs effets sur les éléments transposables, il y a certaines régions du génome qui sont protégées de ces vagues de déméthylation. Ce sont justement ces régions qui sont soumises à l'empreinte, qui doivent garder mémoire de est-ce qu'il vient du père ou de la mère. Donc ils ont une méthylation sur un allèle, mais pas sur l'autre, sur l'allèle paternel et pas sur l'allèle maternel ou vice-versa. Et donc en fait, comment on protège cette asymétrie alors que globalement on est en train de perdre toute la méthylation pendant cette phase de reprogrammation épigénomique. Et justement, c'est qu'il y a une de ces protéines, ZFP57, qui se lie et qui recrute Cap1'28 justement pour protéger ces régions pendant cette vague de déméthylation. Donc on pense que ces protéines sont importantes justement pour démarquer ces régions. Alors au niveau des éléments transposables, nous ne savons pas encore quels sont les rôles des Crabs-Finger à mettre en place ou d'autres protéines à protéger ces éléments. Ça, c'est quelque chose qui maintenant va venir avec toute la révolution d'outils que nous avons pour jouer génétiquement avec ces stades les plus précoces. Mais il faut savoir que c'est très difficile en fait d'étudier les événements à ces stades précoces parce que d'une part, nous avons des poules maternelles de certains facteurs. Donc quand on fait ce qu'on appelle une délétion d'un gène, en fait, c'est très difficile d'éliminer un pool maternel, en particulier si la protéine en question elle est létale, en absence elle est létale. Donc en fait, il faut des astuces pour éliminer ces protéines justement pendant ces phases pour voir quel est l'impact ou pas sur le développement. Et sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui maintenant devient possible, mais qui est extrêmement difficile à mettre en place. Donc voilà, tout ça pour dire que nous ne savons pas exactement quels sont les facteurs qui régulent exactement les différents types d'éléments transposables au cours de ces stades-là, et en particulier les facteurs épigénétiques. Mais les chercheurs ont quand même regardé la méthylation de différents éléments répétés, donc de manière globale, pas de manière extrêmement spécifique. On sait que les éléments répétés sont
en fonction de la famille, sont différentiellement méthylés. Donc, par exemple, les IAP sont relativement méthylés dans les deux gamètes, alors que les lines et les signes sont beaucoup moins méthylés au cours de l'ovogenèse, et alors que dans la lignée germinale mâle, tous les éléments sont relativement méthylés. Donc, et au cours des premiers stades de développement, on voit qu'il y a des changements assez globaux dans ces différents types d'éléments transposables. Mais comme je le dis ici, c'est très difficile de connaître l'état exact de méthylation de tel ou tel élément transposable parce qu'ils sont répétés. C'est très difficile d'aller voir qu'est-ce qui se passe à cet élément en particulier parce qu'il y a des copies un peu partout et donc les outils pour les distinguer sont relativement difficiles et commencent à exister mais sont difficiles. Donc du coup, on peut juste regarder globalement comment la méthylation semble changer. Mais on peut aussi regarder leur expression. Et c'est là où je veux passer un tout petit peu de temps, parce que ça, c'était une des très grandes surprises. Je vous l'avais déjà dit, que certains éléments transposables, on voit leur ARN déjà présent dans l'ovocyte. Mais on pense qu'effectivement, au cours de ces premières étapes de développement, qu'il doit exister des machineries pour réprimer globalement ces éléments. Comme je l'ai dit, c'est le début de la vie, c'est peut-être les étapes les plus critiques pour qu'un individu puisse émerger. Mais alors, la grande surprise, c'est qu'effectivement, ils sont exprimés, beaucoup d'éléments sont exprimés à des niveaux assez importants. Et ici, je vous montre dans une étude ce qui a été fait en regardant soit en utilisant des sondes in situ qui détectent spécifiquement différents types de familles, donc les lines ou les éléments IAP. Et vous voyez, au stade de cellules, il y a une expression très intense et des lines et des IAP qui est présente. Alors, quand on regarde un peu plus tard, au stade 8 cellules, on voit que ça a baissé. Il y a encore de l'expression des lines, mais un peu moins. Donc, en fait, et les IAP semblent baisser de manière beaucoup plus importante. Donc, en fait, quand on regarde de manière, maintenant, avec des outils de séquençage des ARN, on peut regarder de manière massive comment les transcriptomes changent au cours du développement précoce dans différentes espèces. Et alors qu'avant, on mettait cet ARN qui venait des éléments répétés à la poubelle, parce que c'était venu de l'ADN poubelle, maintenant on est en train de le repêcher, parce qu'on réalise que c'est peut-être très intéressant de voir spécifiquement qu'est-ce qui se passe avec ces différents éléments. On voit que donc, différents types d'éléments transposables montrent des dynamiques très différentes. Et ici, je vous montre, c'était l'arbre phylogénétique que j'avais montré la semaine dernière, les classifications des éléments type LTR chez la souris. Donc, il y a différentes classifications. Là, vous voyez, donc les IAP, par exemple, sont classe 2. Là, il y a les Mervel qui sont classe 3, etc. Et donc, quand on regarde au cours de l'embryogenèse précoce, on voit que, par exemple, les IAP sont exprimés de manière très importante dans les ovocytes, où l'ARN est présent dans les ovocytes, et ça descend au stade une cellule. Alors que quand on regarde les éléments de type Mervel ou MT mal R, on voit qu'eux, ils montrent des dynamiques différentes. Ici, par exemple, ces éléments-là sont exprimés de manière très transitoire, très intense au stade de cellule, et ensuite, ils sont inactivés. Alors que d'autres éléments sont très abondants dans l'ovocyte, et puis, petit à petit, diminuent. Donc, chaque famille semble avoir une présence plus ou moins importante au cours de l'embryogenèse précoce. Et là, la grande surprise, c'était il y a quelques années, où il a été regardé de manière très précise où est-ce que sont ces éléments transposables, ou les ARN, et comment ils sont associés dans le transcriptome. Et il a été découvert qu'en fait, il y a beaucoup de transcrits chimériques qui sont des combinaisons d'éléments, d'ARN d'éléments transposables liés à un élément d'un gène, on va dire, normal, un gène du hôte. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de très inattendu. C'était en 2004, une des premières études qui a montré ça, où effectivement, et là vous voyez tout un tas de transcrits chimériques, où il y a une partie d'un élément transposable, en général c'est la partie LTR, c'est la partie qui a le promoteur de cet élément, associée avec
ces éléments, ces différents gènes avec des exons de différents gènes. Donc, dans certains cas, on pense que ces transcrits chimériques peuvent même produire des nouvelles protéines, mais dans la plupart des cas, ils ne produisent pas forcément quelque chose qui est codant, mais un ARN non codant. Donc, c'était, comme j'ai dit, une grande surprise. Est-ce que ça faisait juste partie, on va dire, du désordre qui arrive avec ces éléments transposables quand ils ne sont pas bien contrôlés? Finalement, la chromatine, au moment de la fécondation, comme je l'ai dit, est très ouverte et doit être reprogrammée. Donc peut-être cette expression un peu illégitime de ces éléments fait qu'on arrive finalement à transcrire tout et n'importe quoi. Ou est-ce que c'est encore un cas d'exaptation où en fait ces rétrotransposants sont domestiqués, utilisés justement pour permettre l'expression des gènes à côté spécifiquement ou même de créer des nouveaux transcrits. Donc ça reste une question, je n'ai pas la réponse définitive, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant pour les chercheurs pour comprendre comment ces premières étapes du développement pourraient finalement utiliser, exploiter ces éléments transposables qui peuvent être relâchés. Et là, très récemment, je voulais vous montrer, il y a plusieurs papiers qui sont sortis où les gens commencent à regarder la chromatine des embryons précoces avec ces techniques d'immunoprécipitation de la chromatine, et puis d'autres techniques que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, comme ce qu'on appelle la TAC-SEC, qui est une manière d'étudier de manière très fine l'accessibilité de la chromatine via une transposase, en fait. Et donc, c'est une manière de regarder à l'échelle de tout le génome quelles sont les régions qui sont ouvertes ou fermées du génome, de la chromatine, du génome au cours de ces différents stades du développement. Et ce qui a été montré, c'est que justement, comme les transcriptomes l'ont prédit, les éléments transposables sont très souvent associés avec une accessibilité de la chromatine au niveau de leurs promoteurs, mais aussi présents à des sites plus distals, et même encore plus intéressant, il y a certains de ces éléments rétrotransposants qui sont en fait présents dans des régions très grandes, des domaines très grands d'accessibilité, et qui progressivement deviennent de plus en plus délimités. Donc là, c'est des marques comme H3K4 triméthyle, qui est une marque de chromatine ouverte, et on voit que ces domaines d'ouverture, qui sont justement peut-être générés par l'action de ce type d'éléments, de rétroéléments actifs, sont présents pendant les premiers stades du développement et ensuite deviennent délimités progressivement. Et là où on voit des domaines de hétérochromatine facultative H3K27 apparaître. Et donc en fait, une des idées qui commence à sortir, enfin, comme je l'ai dit précédemment, soit c'est simplement symptomatique de cette ouverture de la chromatine que ces éléments sont présents, soit l'expression de ces éléments joue un rôle justement dans, on va dire, la mise en place de l'architecture de l'épigénome précoce. Voilà, donc les différentes hypothèses, je vais les reprendre une par une. Donc, comme je l'ai dit, est-ce que ces éléments qui sont exprimés très précocement sont juste symptomatiques de cette fenêtre de temps assez particulière où on ouvre tout justement parce que il faut être totipotent, ou est-ce qu'ils jouent des rôles? Et donc, le rôle le plus évident qui est sorti avec l'étude de ces transcrits chimériques, c'est qu'effectivement, il faut produire ce type d'ARN, nouveau ARN, soit parce que c'est des ARN non codants qui jouent un rôle, soit parce qu'ils jouent un rôle codant, c'est-à-dire une protéine, ou soit parce qu'ils jouent un rôle comme des éléments régulateurs qui permettent l'activation des gènes à côté. Donc à différents niveaux, on peut imaginer que effectivement l'expression de ces éléments est importante pour la régulation des gènes, donc soit pour créer des promoteurs alternatifs pour le hôte. Ou est-ce qu'ils sont là justement pour réorganiser l'épigénome, comme je viens de vous le décrire? Ou encore, est-ce qu'ils sont là pour permettre, pendant ces phases précoces du développement, il a proposé que peut-être ils sont importants justement pour maintenir une activation de certaines régions. Donc il a été proposé que peut-être cette expression un peu globale de ces éléments, pas globale parce que c'est quand même différentes familles, mais c'est quand même beaucoup d'éléments en même temps, est important justement pour réorganiser, on peut mettre un contexte ouvert de la chromatine à l'échelle de tout le noyau. Justement, ça a un lien avec cette réorganisation de l'épigénome. Donc c'est un peu flou
les idées sont un peu floues, mais c'est un peu l'idée que cet ARN non codant pourrait jouer un rôle d'échafaudage et permettre de remanier un peu l'épigénome à ces stades précoces. Ou encore, ce n'est pas parce qu'ils sont actifs, mais plutôt parce qu'ils sont inactivés ensuite. Est-ce que l'inactivation de certains de ces éléments au cours du développement pourrait attirer la machinerie répressive à certains gènes? Et donc, il y a une étude qui a commencé à regarder quelle pourrait être l'influence de la répression des lines au cours du développement sur des gènes. Et il y avait une corrélation entre les gènes qui ont des lines intragéniques et leur moment de répression. Donc tout ça, c'est très spéculatif encore. Il n'y a pas de test fonctionnel pour tester toute cette hypothèse, mais je pense que ça vous montre qu'effectivement, ça fait beaucoup rêver les chercheurs et ça fait beaucoup rêver aussi les gens parce qu'en fait, on réalise que cette activité de ces éléments extrêmement dangereux, éventuellement, pourrait jouer un rôle très important au cours du développement précoce. Alors, chez l'humain, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on peut regarder aussi dans des embryons humains. Il y a plusieurs études qui ont été effectuées pour regarder l'expression des éléments. Donc, c'est globalement la même chose, sauf si, quand on regarde en détail, bien sûr, c'est extrêmement différent, mais on voit que des éléments de type, les rétroéléments type ERV, avec les LTR ou les lines, sont aussi exprimés. Et on voit qu'effectivement, au niveau de leur méthylation aussi, donc c'est les méthylomes et les transcriptomes qui ont été regardés, il y a différentes familles qui montrent des dynamiques différentes. Donc les ERV ont une tendance à montrer une perte de méthylation et un regain qui est accompagné justement avec leur expression différente. Et puis, on voit aussi que chez l'humain, il y a une expression de certains types d'éléments répétés, comme les lines, à certains moments. Donc, on a une méthylation qui est maintenue globalement sur les lines, mais certaines lines, et justement les lines les plus actives, semblent être exprimées au cours de ces phases précoces du développement humain. Et alors là, il y a toute une explosion de papiers qui sont en train de sortir, où on commence à regarder comment les différentes classes d'éléments transposables sont exprimées et est-ce qu'ils peuvent être utilisés comme une manière même de caractériser les stades et les types cellulaires à différents stades. Donc, comme chez la souris, il a été montré qu'effectivement, il y a différentes familles d'éléments, rétroéléments avec alter, qui sont transcrites au cours de l'embryogenèse précoce et ces éléments peuvent être utilisés justement pour générer des nouveaux transcrits et générer des populations très différentes de cellules. Et donc justement, en regardant ces différents types d'expressions, ils ont pu remarquer qu'il y a certaines caractéristiques qui sont corrélées avec un état pluripotent pour certains de ces ARN. Donc, chez la souris et chez l'humain, et je ne vais pas parler beaucoup plus de ce type d'approche, mais en tout cas, en regardant ces types d'éléments différents au cours de l'embryogenèse chez l'humain et chez la souris, les chercheurs ont identifié certains types d'éléments transposables, des rétroéléments, qui sont exprimés aussi dans les cellules OS pluripotentes. Et alors, pourquoi c'est important? C'est parce que les cellules OS sont utilisées, bien sûr, pour tout un tas d'études, la modification génétique pour étudier la mise en place du développement dans une boîte de Petri, mais aussi parce que les cellules souches embryonnaires représentent en fait les outils potentiels chez l'humain pour comprendre le développement là où on ne peut pas aller plus loin que le blastocyste, et parce qu'ils sont censés représenter l'état des cellules reprogrammées via l'IPS. Donc quand on prend une cellule somatique et on la reprogramme vers une cellule pluripotente induite, une cellule IPS, avec les 4 facteurs dont je vous avais parlé en 2014, les facteurs de Yamanaka, en fait, on espère revenir à cet état de cellule souche embryonnaire. Et ce que nous avons remarqué maintenant depuis longtemps, c'est que les cellules souches embryonnaires chez la souris, qui ont bien fait leur preuve comme étant des cellules pluripotentes qui peuvent contribuer même à la lignée germinale, les caractéristiques des cellules ES murines ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des cellules soi-disant ES chez l'humain.
Et c'est maintenant, en regardant les différentes familles de rétrotransposons qui sont exprimées ou pas, que les chercheurs ont remarqué que dans la population des cellules ES, que ce soit chez la souris ou chez l'humain, il y a certaines cellules qui expriment de manière assez rare certains types d'éléments transposables. Et quand on regarde le transcriptome de ces cellules, on réalise qu'en fait, ça correspond à des stades très précoces du développement. Donc, dans les cellules ES murines, on retrouve des cellules qui ont les profils comme si c'était le stade de cellule et qui correspondent à l'expression de ce type d'éléments. Et pareil, chez l'humain, on retrouve dans les cellules, on va dire, les plus naïves des cellules ES humaines, on retrouve l'expression de certains éléments rétrotransposables qu'on voit aussi au cours du développement. Donc, ça veut dire que ce type de profil d'éléments transposables va peut-être permettre les chercheurs de mieux purifier les cellules ES les plus pluripotentes possibles chez l'humain. Et chez la souris, ça permet peut-être de regarder ce qui se passe au niveau d'un état qui semble être plus de cellules. Alors, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est juste une conséquence ou une cause? À quoi correspond en fait cette expression de ces éléments transposables? Donc c'est quelque chose qui reste encore assez débattu. Est-ce que c'est juste symptomatique d'un état qu'on trouve de temps en temps dans une population et ces éléments sont symptomatiques de cet état, ou est-ce que ces éléments jouent un rôle justement dans la mise en place de cet état? C'est une question qui reste totalement inconnue. Mais je voulais terminer sur ce qu'on sait chez l'humain, parce qu'en fait, grâce à ce type d'études, certains types d'éléments endogènes rétrovirales, les ERV, les HERV, qui sont les éléments les plus actifs, comme je l'ai dit tout au début du cours, ce type d'éléments sont ceux qui sont quand même capables de se mobiliser. Quand on regarde au cours de l'embryogenèse précoce chez l'humain, on voit qu'effectivement, ils sont activés, mais à des stades assez différents. Donc, les HERVK sont activés au stade environ 8 cellules et ensuite sont réprimés, alors que les HERVH sont activés plus tard au stade morule et pourraient éventuellement correspondre à ces cellules très naïves dont je vous avais parlé, qui sont présentes dans les cellules ES pluripotentes ou plus pluripotentes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai plus le temps, je réalise, mais en fait, ces éléments transposables qui sont bien exprimés à ces stades-là produisent éventuellement des ARN non-codants à côté. Et ces ARN non-codants ont été évoqués comme éventuellement des acteurs dans la pluripotence. Et donc là, il y a quand même un peu plus de données, mais justement, ce type d'éléments transposables peut se fixer avec les facteurs de transcription qui sont utilisés pour la pluripotence, comme AUCT4, NANOG, et aussi une autre protéine qui s'appelle LBP9, qui semble être critique pour cet état, même si très éphémère, pluripotent chez l'humain. Et donc, en fait, l'expression de ces éléments pourrait éventuellement influencer le circuit génétique qui est activé dans les cellules pluripotentes. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, les chercheurs ont essayé de perturber ce type d'ARN et voient un effet justement sur la différenciation ou sur le maintien de l'état pluripotent. Donc c'est encore, je pense, assez tôt pour conclure sur le rôle, s'il y en a vraiment un, de ce type d'éléments transposables et la pluripotence. Mais néanmoins, ce qui est important de garder en tête, c'est que ces éléments sont bien exprimés à ces étapes précoces du développement. Et donc, je termine avec cette étude. Vous n'allez pas lire tout ça, ne vous inquiétez pas, mais je pensais que c'était important pour le PDF que vous ayez tout ça, parce que c'est pour moi une des études les plus intéressantes récemment sur l'action de ces éléments potentiels. Donc en fait, je vous avais parlé de HRVH et K. Donc HRVK est l'élément qui semble être exprimé justement au stade de précoce, justement dans la partie, au cours de l'embryogenèse précoce, à partir de 8 cellules, on le voit exprimé. Donc cette expression d'HRVK correspond à une perte de méthylation de son LTR. Donc effectivement, il est déméthylé comme les autres éléments dont je vous avais parlé. Les facteurs qui permettent son expression sont présents.
Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'il joue un rôle ou pas? C'est quelque chose qui est en train d'être encore étudié. Mais ce qui est important de savoir, c'est cette expression, elle donne lieu à des particules, c'est-à-dire elle donne lieu à des particules comme des virus qui sont peut-être capables d'être mobiles. Et ici, je vous montre une figure qui vient de ce papier où vous voyez que ces rétrovirus endogènes sont bien réactivés, produisent de la protéine et produisent même des particules. Je vous avais montré ce schéma, maintenant vous le voyez en réalité. Dans le cytoplasme, ce sont des particules comme des virus, comme des virions, qui sont éventuellement capables d'aller être infectieux. Alors, pourquoi exposer l'embryon à ce type de réactivation? Tout à l'heure, je vous parlais de l'expression des transcrits chimériques, etc. Donc, tout ça, c'est très bien, mais là, on va encore plus loin. On est réellement en train d'exprimer ces éléments transposables et les protéines qui vont avec et leur donner la capacité de s'exprimer. Alors, pourquoi chez l'humain c'est le cas? Et donc, une des hypothèses, en fait, et c'est décrit dans ce papier, c'est que justement, ces particules sont présentes et les protéines qui sont codées par ces éléments transposables sont importantes de manière très tôt, justement pour activer les voies de restriction chez l'humain. Donc, il se peut qu'effectivement, ces rétroéléments qui sont encore très actifs n'ont pas encore été bien ciblés par les machineries de répression transcriptionnelle et autres, mais justement pour déclencher une réaction, on va dire, chez l'hôte, l'hôte les permet peut-être d'être exprimés très tôt, justement pour que les voies de protection soient mises en place. Donc tout ça, c'est post-transcriptionnel, c'est-à-dire c'est des voies qui sont utilisées aussi pour l'infection des virus. Donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais peut-être c'est une sorte de piqûre justement pour immuniser l'embryon pour que plus tard les choses soient bien calmées et que ces éléments ne puissent pas être mobiles. Donc voilà, c'est totalement spéculatif encore. Il n'y a pas beaucoup de, je dirais, des tests fonctionnels qui peuvent être faits facilement, bien sûr, dans un embryon humain, mais peut-être en utilisant les mêmes types d'approches dans des primates ou même dans des cellules cultivées comme les cellules pluripotentes, on pourrait commencer à attaquer les voies réelles qui sont déclenchées par ce type de productivité de ces rétroéléments. Donc voilà, je termine en vous montrant qu'effectivement, au cours du développement, l'expression des éléments transposables, pas juste la répression, mais leur expression permet de diversifier le transcriptome et même le protéome pour le mieux et pour le pire. D'une part, on pense qu'effectivement, ces éléments qui sont actifs peuvent réguler des gènes de manière alternative, et je vais revenir sur ça lors de mon cours la semaine prochaine et le dernier cours, et où ces éléments transcrits peuvent en fait produire des ARN qui, eux, jouent des rôles spécifiquement au cours du développement précoce, ou même peuvent être productifs au niveau des éléments transposables et leur machinerie de transposition pour justement prévenir, empêcher une activité trop importante un peu plus tard au cours du développement, comme je viens de vous le montrer. Donc voilà, l'idée c'est que, et c'est toujours la question, je la posais tout à l'heure, est-ce que c'est de l'exaptation, cette expression qu'on voit des éléments transposables au cours du développement précoce, ou est-ce que c'est juste une conséquence de cette chromatine ouverte et une absence de contrôle adéquate? Et je pense que de plus en plus, on est en train de dire que la plupart de cette expression pourrait juste être une conséquence, mais il y a de plus en plus de place justement pour cette exaptation, cette exploitation, cette domestication de ces éléments transposables. Donc ça, c'est la conclusion. Je ne vais pas vous le lire, vous pouvez le lire sur le PDF. Et ça, c'est le début du cours de la semaine prochaine. Et je vous remercie pour votre attention.